to put the time in. Merci à vous, cher Sadibou Diarra. À présent, nous recevons notre invité. Il s'appelle François Durper. Il est professeur, historien, écrivain et consultant. Vous avez l'habitude des chaînes de télévision. Monsieur Durper, bonsoir. Bonsoir, cher Sylviane. Merci de ton accueil. Voilà, vous avez fait votre thèse sur les relations États-Unis-Afrique et on va beaucoup parler de ces deux continents. Et on va démarrer par l'actualité américaine avec le président Donald Trump quand même qui est en train de briguer un deuxième mandat. Est-ce que vous pensez qu'il va être réélu ? Alors, je ne vais pas parier sur ça, mais pour l'instant, on peut regarder un peu les sondages. Elle est un peu particulière, cette campagne électorale américaine. On peut même dire que c'est un événement virtuel. Il n'y a pas de meeting, on ne peut pas faire du porte-à-porte. C'est le Covid-19 aussi aux États-Unis. Mais il y a des sondages. Et ces sondages disent, en moyenne des sondages, et j'ai regardé juste avant de venir pour que ça soit le plus frais possible, moins 7,7% pour Donald Trump en moyenne des sondages par rapport à son adversaire Joe Biden. Mais vous savez qu'aux États-Unis, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle les battleground states, les endroits, voilà, les champs de bataille. Et là, c'est moins 4,3. Donc c'est quand même important. Ça veut dire qu'il est loin derrière Donald Trump pour beaucoup de raisons. D'abord l'économie. Et pourtant, on dit que son bilan économique n'était pas si mauvais que cela. Au contraire même. Oui, mais ça c'était avant. C'était avant la pandémie. Et effectivement, il voulait faire campagne sur l'économie. Et là, patatras. Là, l'économie américaine va très mal. Il espérait une reprise en V. Vous savez, ça dégringole et hop, ça reprend. C'est pas ce qui va se passer. Pour l'instant, eh bien, l'économie américaine patine. Ça va pas bien du tout. Il y a les critiques sur le Covid-19. On reproche à Donald Trump de ne pas bien gérer la crise aux États-Unis. Et puis, il y a surtout un Biden, un adversaire de Donald Trump, qui est bien peut-être plus solide que ne l'était Hillary Clinton. Vous vous rappelez en 2016, d'abord parce que le Parti démocrate est plus uni derrière lui. Hillary Clinton n'avait pas réussi à faire l'unité avec son adversaire Sanders. Sanders est toujours là, il a perdu contre Joe Biden, mais Biden et Sanders, ça a l'air de marcher mieux, ça a l'air de fonctionner mieux, et donc on peut penser quand même que pour le moment, Trump est dans une très mauvaise passe. Alors attention, il reste encore 100 jours, à peu près 100 jours, un peu moins. Et puis le fait de ne pas battre campagne comme ça, est-ce que quand même ça peut porter préjudice à l'un ou à l'autre ? Alors le fait, vous savez, il y a un point, c'est le vote par correspondance. Donald Trump a dit, moi je ne veux pas du vote par correspondance, et les gens vont effectivement voter par la poste, beaucoup vont avoir peur de se déplacer. Alors ça, c'est pas très bon pour Donald Trump parce que ça va dissuader son camp, le camp républicain, d'aller voter. Il joue un peu contre son camp en disant cela. Et peut-on faire un bilan de sa politique en Afrique, justement, le président américain ? Alors sa politique en Afrique, on peut dire que c'est soit l'indifférence, un des seuls présidents à n'avoir jamais foulé le continent, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique subsaharienne, il n'est jamais venu en l'espace de 4 ans. Et puis on se rappelle du mépris, le shit all country, on ne va pas le traduire, mais on voit bien ce que ça veut dire, le mépris. Alors il ne faut pas complètement caricaturer, il y a eu quand même Prosper Africa, qui est en fait un dispositif pour encourager les entreprises américaines à investir. Les Américains se sont appliqués également en RDC, au Cameroun, on peut parler aussi du Soudan, donc il n'y a pas eu une absence totale de politique africaine, mais enfin ils sont quand même très très loin derrière les Chinois qui ont pris la mesure du continent. D'un chiffre, 60% de la population africaine a moins de 25 ans, et là évidemment il y a des puissances qui se disent il y a des affaires à faire dans ce continent parce qu'il y a des besoins, et quand il y a des besoins en matière de santé, d'éducation, de bien-être, eh bien il y a des entreprises qui investissent. Les Américains sont quand même très très loin et le bilan de Donald Trump est quand même très mauvais. Et justement, que peut-on penser de sa politique extérieure en général ? Alors sa politique extérieure, vous savez, elle a été marquée par un respect de ses promesses de campagne. Je me retire de l'accord de Paris, je me retire de cet accord sur le nucléaire iranien, et on peut dire qu'il a fait du nationalisme à la mode du 21e siècle. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le juger, hein, c'est l'histoire qui jugera, mais en tout cas, il a vraiment une politique aux antipodes du multilatéralisme qu'avait mis en place Barack Obama. Voilà, on va parler
parler de son adversaire, Joe Biden, plus précisément de Kamala Harris, qui a été désignée colistière. Ce serait la première femme noire vice-présidente si jamais Joe Biden est élu. Pourquoi ce choix ? Alors, il y a 3 éléments de sa biographie qui sont importants. Le premier élément, c'est que c'est une femme noire. Et vous savez, aux États-Unis, il y a ce mouvement Black Lives Matter, il y a aussi le mouvement MeToo. Donc, c'est très important. On pense, par exemple, qu'elle peut faire basculer un État comme la Floride, avec beaucoup de Jamaïcains, beaucoup d'Haïtiens, et elle a une relation particulière. Elle est d'origine jamaïcaine, par son père, et la communauté jamaïcaine peut avoir son rôle. Elle a un CV exceptionnel, procureur de Californie. Et puis, elle est assez centriste au sein du Parti démocrate, assez proche de la gauche, mais sans être trop à gauche. 2 avantages dans la campagne, eh bien, on ne parle que d'elle. Vous regardez la presse américaine, Joe Biden, on l'appelait un peu Joe l'endormi. Cette campagne n'intéressait personne, mais on s'intéresse à Kamala Harris. On dit c'est peut-être la future Barack Obama, la première femme peut-être un jour présidente des États-Unis, qui serait une femme noire. Et aussi asiatique, puisqu'elle est asiatique par sa maman, qui est d'origine indienne. Et puis, en tant que vice-présidente, c'est très important de dire qu'elle a 20 ans de moins que Joe Biden. Parce que, vous savez, cher Tidiane, un vice-président, ça n'a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, eh bien, c'est quand le président s'en va parce qu'il est assassiné, mort, maladie, ou qu'il est empêché. Eh bien, là, c'est important d'avoir quelqu'un qui a 20 ans de moins. Et ce qui est important de dire, c'est que Joe Biden dit « Je suis une transition avec la nouvelle génération ». On peut même imaginer que Joe Biden se retire peut-être à la fin du premier mandat et il laisse la place à Kamala Harris, qui devra quand même faire campagne en 2024. Certains vont se tiquer un 3e mandat de Barack Obama. Ils n'ont pas tort parce que Barack Obama a adoubé à la fois Joe Biden. Vous savez, ils ont ce que j'ai là. Ils ont un bracelet d'amitié. Joe Biden et Barack Obama sont très très proches. Pourquoi ? Parce que Joe Biden, quand il était vice-président de Barack Obama, il a perdu son fils, Beau, d'un cancer de la tête, du cerveau. Et ça a rapproché les 2 hommes à tel point qu'évidemment, Barack Obama serait évidemment très content d'avoir Joe Biden à la Maison-Blanche. Voilà, Kamala Harris, issue de la minorité, justement, le racisme au cœur du système dénoncé, surtout à travers ce mouvement Black Lives Matter. Est-ce de la veille Alors là, oui, le racisme aux États-Unis, on en parle depuis les années 60 et on en parle même depuis l'esclavage. Est-ce qu'on va se sortir de là ? Il y a encore des choses très inquiétantes. La police, évidemment, avec ce qu'on appelle le profilage ethnique. La justice, savez-vous, cher Tidiane, que 10 000 hommes noirs devraient être sortis de prison s'il n'y avait pas de discrimination judiciaire, notamment par exemple les remises de peine. 4 fois plus de chances pour un blanc d'avoir une remise de peine par rapport à un noir, pour la même peine. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire en matière de racisme. Et il y a ce mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement pas comme à l'époque de Martin Luther King, qui est beaucoup plus féminisé, très très jeune, où il y a beaucoup de blancs d'ailleurs, il n'y a pas que des noirs dans ce mouvement-là. Puis c'est un mouvement mondial par les réseaux sociaux. J'ai vu qu'il y avait des manifestations notamment de soutien à Dakar malheureusement George Floyd, qui a été, vous savez, tué par un policier en mai dernier. C'est un mouvement qui concerne aussi Paris, avec les manifestations en faveur d'Adama Traoré, justice pour Adama Traoré. Il y a vraiment là un antiracisme mondial qui est en train de monter dans les jeunes générations. Mais quand même, on parle d'un pays qui a élu un président noir issu de la minorité. Et précisément, c'est ce que les Blancs se disent aujourd'hui. Joe Biden a fait un discours il n'y a pas longtemps en disant « On croyait qu'en ayant élu un président noir, ça allait suffire ». Pas du tout, parce qu'il y a des siècles d'esclavage et de ségrégation raciste. Donc évidemment, ça ne suffit pas d'élire un président noir. Voilà. Et pour en finir avec les États-Unis, donc comment voyez-vous cette situation? Est-ce que vous pensez qu'on va vers des lendemains meilleurs dans ce pays meurtri par le coronavirus, avec une économie pratiquement à terre? Alors évidemment, la situation économique, elle est aujourd'hui dramatique. Les Américains attendent probablement peut-être une reprise économique autour de cet automne. Mais
il faut dire aussi que cette Amérique, elle change. Savez-vous par exemple qu'en 2050, les Blancs sont minoritaires aux États-Unis et c'est aussi un pays qui continue à attirer des gens. C'est encore l'American Dream. Alors certes, Donald Trump, lui, a eu un discours anti-immigrant qui a peut-être fait beaucoup de mal, mais vous avez encore aujourd'hui des Sénégalais, des Nigérians. Il y a une force d'ailleurs africaine aux États-Unis. Hein. Cette immigration africaine, elle a vraiment du corps. Vous savez qu'à New York, il y a par exemple un quartier qui s'appelle Little Sénégal. Eh bien, cette Amérique, elle change aujourd'hui avec cette immigration asiatique, cette immigration hispanique, cette immigration africaine. Alors, on va parler à présent de la situation dans la sous-région ouest africaine. On sait, une sous-région sous tension, née de la volonté de certains chefs d'État de briguer un troisième mandat. Oui, alors évidemment on ne va pas être exhaustif et la situation du Mali ou la situation de la Côte d'Ivoire n'est pas la même, ou de la Guinée n'est pas du tout la même. Donc ce qu'on peut dire cependant, quand on prend un peu de recul, le recul de l'historien, c'est qu'on est en 2020. Et 2020, ça veut dire qu'on est en train de commémorer les 60 ans de ces indépendances, de ces décolonisations. Pour la plupart, hein, certains ont été indépendants avant, on porte à la Gold Coast, le Ghana, ou à la Guinée précisément en 1958, et puis d'autres après, évidemment, bien après. Mais 60 ans, c'est jeune pour des États, c'est très jeune. Alors moi, je propose quelque chose à ceux qui sont afro-pessimistes. Prenez la France, prenez l'Allemagne, prenez la Russie, prenez l'Italie, et prenez ces pays 60 ans après leur naissance. Mais c'était le bazar. Ça n'allait pas du tout. Ces États n'étaient pas construits, ils étaient jeunes, ils étaient en train de se constituer. Donc ça veut dire qu'il faut peut-être quand même avoir un tout petit peu de bienveillance pour des États qui n'ont que 60 ans. Pour un historien, encore une fois, c'est jeune. Est-ce qu'il faut dédouaner complètement? Non, mais il y a quand même... mais peut-être on a l'impression qu'on fait 2 pas en arrière quand même, parce que là on a des présidents élus démocratiquement et qui s'étaient prononcés à respecter la Constitution. Et là, quand même. Oui, mais cher Tidiane, en fait, vous savez, on parle souvent dans les médias, et c'est tout à fait normal, des trains qui n'arrivent pas. Et l'historien, en prenant un peu de recul, il est obligé de parler aussi des trains qui arrivent. Et ouais, il y a un élément qui me paraît fondamental, c'est de parler des sociétés ou des États qui fonctionnent, ou qui fonctionnent plutôt bien après 60 ans. Nous sommes au Sénégal. Au Sénégal, il me semble qu'il y a une presse diversifiée. Vous en êtes l'expression. Il me semble qu'il y a du pluralisme démocratique, qu'il y a une alternance, qu'il y a une société civile très attachée à l'état de droit et aux institutions. Eh bien, si on mettait en avant des exemples positifs, prenez le Nigeria, il y a des pays qui économiquement aujourd'hui ont des taux de croissance absolument incroyables. Vous savez que c'est important que l'Afrique ait une vision positive d'elle-même parce que ça va évidemment se répercuter sur les investisseurs, sur quand on fait un prêt par exemple pour un pays africain, il faut qu'il y ait une confiance à l'international. Eh bien, ces sociétés-là, ces États-là, ils ne dysfonctionnent pas. Regardez le Covid-19. Il y a quand même eu une mobilisation sanitaire dans tous les continents. Moi, je peux vous dire, je suis français. J'arrive à Dakar, je vois des gens porter le masque. Porte pas toujours le masque en Europe. Hein. Ouais, c'est clair. Donc il y a quand même quelque chose. Puis les 2 points, vraiment très rapidement, c'est l'unité africaine qui est très importante et l'unité africaine notamment pour l'indépendance monétaire plus forte et pour l'indépendance en matière de gestion des ressources naturelles. Et puis aussi l'éthique des dirigeants. Ces dirigeants qui veulent modifier la Constitution, ils devraient se poser une question. Quel est l'intérêt du peuple? L'intérêt de la santé, l'intérêt de l'éducation, l'intérêt du bien-être de ma population. Voilà. Pour en finir, vous venez de publier votre dernier ouvrage, Histoire mondiale du bonheur, avec des auteurs sénégalais. Quelle est la vision africaine du bonheur ? Alors oui, c'est une touche un peu positive. Les 2 auteurs sénégalais, puisque j'ai dirigé cet ouvrage, sont Elhadj Hamidou Kassé puis Souleymane Bachir Ndiaye, qui tous les 2 font un chapitre sur le bonheur en Afrique. Alors, en un mot, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment que le bonheur, si on voulait le résumer, en Afrique, il n'est pas dans la possession, il est dans la relation. Ça, c'est fondamental. Je pense par exemple à l'article de Souleymane Bachir Ndiaye, qui parle de l'Ubuntu, qui est une philosophie bantou, vous savez, du sud de l'Afrique, et qui dit, eh bien, le bonheur, il se partage. On ne peut pas être heureux
indépendamment de sa famille, des gens qui sont autour de nous. Et ça, c'est fondamental. Et je voudrais aujourd'hui, on est le 15 août, souhaiter évidemment une bonne fête à tous les catholiques, tous les chrétiens. C'est l'Assomption, c'est important. Et dire qu'au Sénégal, on partage les fêtes. L'Assomption est partagée par tous les Sénégalais, quelle que soit leur religion. Tabaski, il y a plusieurs jours, est partagé également par tous les Sénégalais. Donc cet Ubuntu du sud de l'Afrique, on le retrouve dans l'idée de Teranga au Sénégal. Et ça, c'est un message très fort pour le monde. Ce pays qui a souffert, on connaît la traite, on connaît l'esclavage, on connaît la colonisation. Aujourd'hui, ce continent, il a un message à donner au monde, qui est un message de partage et évidemment de fraternité et de sororité. N'oubliez pas les femmes, parce que c'est un continent très féminin. Voilà, merci à vous, Monsieur François Durper, qui était notre invité. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de Merci, cher Tidiane, pour ton invitation. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Prochain rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le tout en images. Excellent suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.